Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour, ici Sasa, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Comme promis la semaine dernière, je vais vous parler de la caserne artistique du pont de Siluo. Cette appellation doit certainement vous intriguer. Il ne s'agit pas d'artistes militaires ou de militaires artistes. En fait, ce sont des artistes, notamment Chao Chang, qui se sont installés dans une ancienne caserne pour lui donner une seconde vie, artistique cette fois-ci. C'est donc un lieu artistique, mais ils ont gardé le nom de caserne pour que l'on puisse connaître l'histoire de ce lieu. Cette ancienne caserne a en effet une histoire intéressante. Elle se trouvait à côté du pont de Siluo, le pont le plus long de Taïwan. Ce pont tire son nom du canton de Siluo sur la rive sud du fleuve. Le pont fait près de 2 km parce qu'à l'époque, le fleuve Zhuoshui était très large. Ce fleuve prend sa source dans les montagnes de Nantou et avant de se jeter dans le détroit de Taïwan, il sépare les comtés de Yunlin et de Jianghua. On se réfère parfois au fleuve Zhuoshui comme une frontière informelle entre le nord et le sud de Taïwan. La construction du pont, un chantier de grande envergure, a débuté en 1937 à l'époque de la colonisation japonaise. Mais au moment où la Seconde Guerre mondiale a éclaté, il n'était pas encore terminé. La construction a repris en 1948 avec le soutien financier des Américains. Cette infrastructure routière était très importante sur le plan économique à l'époque parce qu'elle permettait de relier le nord et le sud de Taïwan. Le pont a finalement été inauguré en 1953. En raison des tensions avec la Chine, la protection de ce pont était stratégique. Une bombe qui aurait endommagé ce pont aurait pu couper les communications terrestres entre le nord et le sud de l'île. C'est pourquoi une caserne a été construite à proximité du pont, à Siluo. Chao Chang m'a raconté que les gens s'imaginaient que c'était une très grande caserne. En réalité, elle n'était pas si grande que ça. À l'époque, on n'avait pas le droit de prendre ce pont en photo, et tous ceux qui le traversaient, pour transporter des marchandises par exemple, devaient se faire contrôler au préalable. À la fin des années 1980, avec la levée de la loi martiale, les Taïwanais ont enfin eu le droit de prendre ce pont en photo. Chao Chang, qui était enfant à l'époque, se souvient encore de la foule que cette nouvelle attraction locale a attirée. Mais au fil des années, ce pont n'avait plus rien d'extraordinaire. En plus, des barrages et des usines ont été construits et l'industrie du béton a puisé un grand volume de sable et de cailloux dans ce fleuve. L'environnement s'est par conséquent dégradé. Autrefois large de 2 km à l'endroit du pont, le fleuve Zhuoshui ressemble aujourd'hui plutôt à une rivière. Il y a quelques années, le pont a été repeint en rouge pour l'embellir et attirer des touristes. Mais la mairie ne savait pas trop quoi faire de l'ancienne caserne inutilisée. C'est un groupe d'artistes autour de Chao Chang qui s'est vu confier l'animation de ce lieu. Désolée pour ce petit détour historique, c'était un peu long, mais c'est important de restituer la caserne artistique du pont de Siluo dans son contexte. Vous me direz, mais quel est le lien avec l'éco-construction ? Eh bien, si vous avez écouté l'émission de la semaine dernière, vous savez que Chao Chang n'est pas un artiste comme les autres. Pour lui, l'art, ce n'est pas forcément des tableaux que l'on expose dans des musées. L'art peut être partout, dans chaque geste, dans la manière dont on dispose des choses dans l'espace, dans la manière dont on vit même. C'est aussi se connecter à la terre et au savoir-faire, créer en lien avec la nature. Construire en matériaux naturels, c'est donc aussi une forme d'art. En plus, Chao Chang s'intéresse depuis longtemps à l'environnement et aux liens que nous pouvons tisser avec la terre. C'est la raison pour laquelle il a invité des habitants du coin à venir fouler la terre pour fabriquer des adobes, c'est-à-dire des briques de terre crue. De fil en aiguille, il a rencontré le maître artisan Liao Zhide, que j'ai présenté la semaine dernière. Grâce à lui, ils ont appris plein de choses, notamment la construction de murs en bambou et en terre, le travail de la chaux en construction, etc. Après le décès de Liao Zhide, certains participants aux ateliers se sont attelés à compiler ces connaissances pour en faire un livre très original, une petite œuvre d'art dont je vous ai parlé. La caserne artistique du pont de Siluo a aussi organisé des ateliers avec Shen Fulai, artisan spécialiste des toits de chaume. Les participants ont appris à connaître les matériaux, les outils et le vocabulaire spécialisé. D'abord, ils ont interviewé Shen Fulai, puis ils ont construit un petit modèle de toit, parce que c'est important d'expérimenter avec ses mains. Ils en ont aussi fait un livre en hommage à Shen Fulai, décédé, mais il n'a pas été publié. Chao Chang avoue qu'il n'aurait pas le courage de construire un toit de chaume de nos jours.
Autrefois, c'était un matériau abondant et peu cher, et les maisons au toit de chaume étaient très répandues à Taïwan parmi les familles modestes. Mais aujourd'hui, construire en chaume relève du défi. On ne sait pas où se procurer du chaume en grande quantité, c'est difficile de trouver suffisamment de personnes pour aider à construire, et il faut refaire le toit tous les 2 ans environ, sans compter les risques quand il y a un typhon. Autrefois, les toits de chaume correspondaient au mode de vie de l'époque. On construisait avec les matériaux naturels qui étaient abondants à proximité, et on s'entraidait dans les villages. Mais l'environnement et les relations sociales ont beaucoup changé, et Chao Tsang a constaté que les toits de chaume pourraient difficilement être construits de nos jours. Mais il ne regrette pas d'avoir fait cette recherche et d'avoir mis ses connaissances en pratique, car au moins il a compris pourquoi les toits de chaume ont quasiment disparu à Taïwan aujourd'hui. Et c'est aussi très important d'avoir documenté ces savoir-faire en passe d'être oubliés. Chao Tsang a réalisé qu'en fait, il y a des toits de chaume partout dans le monde. L'endroit le plus connu pour ces toits de chaume est probablement Shirakawa-go au Japon, qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais il y en a aussi en Europe et en Afrique. C'est comme les adobes et la chaux, des peuples aux 4 coins du monde en font des usages diversifiés selon des formes originales et adaptées au contexte local. En ce qui concerne la chaux, la rédaction du livre sur Liao Zhide a permis à Chao Tsang de se rendre compte que ce matériau était utilisé depuis très longtemps en architecture mais aussi dans le domaine artistique notamment. Savez-vous que sous les peintures de Michel-Ange, par exemple le plafond de la chapelle Sixtine, il y a de la chaux ? En effet, une première couche de chaux permettait à la peinture de se préserver plus longtemps. En Chine, les magnifiques peintures bouddhiques de la grotte de Dunhuang, réalisées il y a presque 2000 ans, ont été peintes sur une première couche à base de chaux et le pigment de la peinture blanche était aussi de la chaux. En Égypte, la chaux intervenait dans le processus de momification des pharaons. Quant à Taïwan, en construction, on utilisait autrefois un mortier qu'on appelait sanhe ou à base de terre argileuse, de sable et de chaux, en y ajoutant parfois un peu de riz gluant. Dans les temples, les peintures sur les grandes portes ne sont pas peintes directement sur le bois, mais sur une toile enduite d'une préparation à la chaux pour leur permettre, comme pour les peintures de Michel-Ange, de durer plus longtemps. En dehors du domaine artistique à Taïwan, il y a un peu de chaux dans la préparation des noix d'arec avec les feuilles de bétel que certaines personnes chiquent pour ses effets tonifiants. Mais ce n'est pas bon pour la santé, donc cette habitude est en recul. Toutefois, la chaux n'est pas forcément néfaste pour la santé. Par exemple, je pensais que dans les îles grecques, les maisons sont enduites de chaux parce que le blanc repousse les rayons du soleil et que ça va très bien avec le bleu de la mer. Chao Tsang m'a dit qu'en réalité, même si ces explications sont valables, la raison principale, c'est que la chaux est un matériau aseptisant. Dans les années 1930, une épidémie de choléra a touché la Grèce et les Cyclades et le gouvernement de l'époque a décrété que les maisons, qui étaient autrefois colorées, devaient être enduites à la chaux pour lutter contre la prolifération des microbes. Revenons à la caserne artistique du pont de Siloa. Je vais vous faire visiter. Imaginez un petit îlot de verdure à côté d'un parking de bus pour les touristes. Quand les artistes se sont vus confier ce lieu par la mairie pour en prendre soin il y a 17 ans, la caserne était devenue un dépotoir. Maintenant, c'est un jardin magnifique. On entend les oiseaux, les cigales, on peut s'abriter du soleil sous les arbres. Quand on entre dans le jardin, il y a des panneaux qui indiquent que c'est une zone sans téléphone portable, sans sachets plastiques et même sans déchets tout court. Dans le bâtiment de l'ancienne caserne, qui est assez petit, Chao Tsang a installé un bureau, une bibliothèque et il y a de la place pour faire des conférences. Dans le jardin, il y a encore des traces du passé militaire, notamment une cellule avec des barreaux. Je pensais que c'était un cachot, mais en fait c'était juste le lieu de stockage des munitions. Et puis, il y a un bâtiment indescriptible qui attire l'attention. Je dis indescriptible parce qu'il est composite, en bois, bambou, terre, chaux, et chaque mur a un style différent. C'est le lieu d'expérimentation et d'exploration de la caserne artistique. Le mur en terre n'est pas droit, parce que quand ils ont fabriqué les adobes, ils les ont juste empilés, et ils ne les ont pas protégés de la pluie. Les briques se sont bien sûr abîmées, mais finalement ça a donné de très belles formes, sculptées par le soleil et la pluie. Ce n'est que par la suite qu'un toit en bambou a été construit. Il y a aussi des branches de bois empilées qui forment un mur. Je pensais que c'était un hôtel à insectes, mais Chao Tsang m'a dit qu'en fait, même si les insectes doivent certainement y loger, c'était simplement le bois récupéré pour faire la cuisine, et empilé comme ça fait très joli, donc ils l'ont laissé. Chao Tsang se souvient en riant qu'un jour, un père qui se promenait là avec son fils lui a dit « Tu vois cette maison tout abîmée, elle a sûrement plus de 100 ans. »
Chao Tsang a dû lui expliquer que ce n'était pas une vieille maison, mais une maison en cours de construction. Une construction sans fin, au fil de l'imagination des artistes et des habitants du coin. D'autres parties de cette construction expérimentale sont recouvertes de chaux. Ça date des ateliers avec maître Liao Zhide. D'ailleurs, il y a toujours de la chaux dans de grandes jarres, mais Chao Tsang n'a pas le temps de s'en occuper régulièrement. En revanche, si des gens ont besoin de chaux pour enduire des murs, il peut en donner, et ce serait l'occasion de réorganiser des ateliers. Il y a aussi une cuisine très mignonne. Les étagères ont été réalisées à la main en bois. Aux murs sont peintes des fleurs que l'on trouve dans le jardin avec leur nom. En tout cas, je n'oublierai jamais le déjeuner avec Chao Tsang. C'était simple et délicieux. Nous sommes allés cueillir des légumes sauvages dans le jardin pour préparer le repas. En fait, me dit Chao Tsang, on parle souvent d'atelier parce qu'on ne sait pas trop comment décrire les activités organisées à la caserne artistique, mais c'est un peu différent. Ils ont constaté que certains ateliers sur des sujets liés à l'environnement produisaient en fait beaucoup de déchets, notamment les emballages des aliments lors du déjeuner. Alors à la caserne artistique, un nouveau concept a été créé, essayer de ne pas produire de déchets. C'est ainsi qu'ils ont construit une cuisinière en briques rouges pour cuisiner eux-mêmes avec les branches ramassées dans le jardin et les légumes qui y poussent. On peut aussi apporter à manger ou à boire, mais à condition que ce soit dans des emballages naturels, par exemple dans des paniers en osier ou sans emballage. Finalement, ça a créé une excellente ambiance. En plus, tout le monde adore cette nourriture, même les enfants. Chao Tsang a ensuite eu l'idée d'en faire un jeu, pour lui au moins. Essayer de vivre ici, sans déchets, un jour, puis une semaine, puis un mois, puis un an. Ceux qui veulent tenter l'expérience peuvent venir et ils doivent aussi relever le défi de se passer de téléphone portable, d'ordinateur et même d'appareil photo. Au départ, beaucoup de gens se disent qu'ils vont s'ennuyer, mais ils réalisent vite que pas du tout, il y a plein de choses à faire. Balayer, faire la cuisine, s'entraider, discuter en buvant du thé. Et pour se remémorer les bons moments, comme on ne peut pas photographier, eh bien on se met à dessiner. À la fin de la journée, on fait le point tous ensemble. Chacun raconte s'il a réussi à ne pas produire de déchets, si ça l'a rendu plus heureux, et les participants se donnent mutuellement des conseils. C'est une activité gratuite qui n'est pas religieuse, mais Chao Tsang a quand même constaté que peu de gens tentent l'expérience pour le moment. Et oui, les personnes aussi persévérantes que lui, c'est assez rare. Chao Tsang, ça fait longtemps qu'il s'intéresse à la question des déchets. D'ailleurs, à côté du pont de Siluo, il y a un grand incinérateur. Dans la rue, nous avons vu des piles de déchets en raison d'un pèlerinage qui venait de passer par là. Les artistes qui ont nettoyé le dépotoir qu'était devenu la caserne ont aussi utilisé certains déchets pour en faire des œuvres d'art. À l'époque où il étudiait à la fac des beaux-arts, Chao Tsang avait déjà cette conscience écologique. Il se demandait pourquoi peindre et sculpter produisait tellement de déchets. Dans les musées, on ne voit que les œuvres d'art terminées, mais leur réalisation produit des déchets. Chao Tsang, quant à lui, voulait créer sans pour autant avoir un impact négatif sur l'environnement, et même sans dépenser d'argent. Il créait avec des objets de récupération ou des fleurs. Autant dire que ses professeurs n'appréciaient pas vraiment. Quand Chao Tsang voyage, il crée avec des choses qu'il trouve sur place, et son inspiration provient des discussions avec les habitants. C'est un art ancré dans un lieu et en même temps éphémère. Chao Tsang est très attentif au placement des objets dans l'espace et à la lumière. On peut le sentir à la caserne artistique, parce que justement, on s'y sent bien. Un ami lui a demandé un jour « Quand est-ce qu'on pourra voir tes œuvres ? Je crains que tu ne puisses pas en voir beaucoup, parce que je les laisse toujours sur place. Mais d'un autre côté, mes œuvres sont un peu partout, lui a répondu Chao Tsang. Pourquoi cet intérêt pour la préservation de l'environnement ? Eh bien, Chao Tsang souhaite que ses cendres soient enterrées sous un arbre, mais si elles sont toxiques, ce ne serait pas bon pour cet arbre. C'est à partir de cette réflexion sur la mort qu'il a commencé à s'intéresser au bouddhisme et à réfléchir à comment vivre en bonne santé et sans dégrader la nature. Une réflexion qu'il poursuit comme un fil conducteur dans sa vie. Voilà, c'est sur ces réflexions que je clôt cet épisode des joies de l'éco-construction, un épisode dans lequel Chao Tsang nous a amené à élargir notre vision de ce qu'est l'art. D'ailleurs, l'éco-construction, ça peut être une forme d'art. N'oubliez pas de regarder les photos de la caserne artistique du pont de Siluo sur la page internet de cette émission pour voir à quoi ressemble ce lieu hors du commun. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à l'écoute de RTI et vous dis à mardi prochain.